Bonjour, je suis Christophe Moron, donc je travaille pour un exploitant d'hélicoptères qui s'appelle INAER. Je m'occupe de toute la partie un peu commerciale, développement de l'activité en France. Donc tout d'abord, avant de lancer la présentation, je souhaiterais remercier les gens de l'ENAC, d'une part d'avoir organisé une journée hélicoptère, puisque souvent on est effectivement aéronautique, on parle LFX, avion. Donc c'est plutôt, je pense, une démarche à saluer. Et ensuite, de nous avoir conviés à cette journée pour pouvoir présenter ce fabuleux outil qu'est l'hélicoptère. Et donc, je vais commencer par une petite vidéo, un petit peu de présentation de nos activités au niveau du groupe, pour que vous puissiez avoir une image un peu plus dynamique, entre guillemets, que la présentation qui va suivre. Alors, une fois, ça va suffire, je pense. Alors, là, je vais être obligé d'utiliser mes 20 minutes avec mon petit bonus pour sortir de... je ne sais pas comment on peut récupérer la suite. Pas de bonus, zut. Comment je peux récupérer la... J'aimerais bien sortir. Média. Ah, vous avez raison. Parfait, merci. Donc... j'aurais au moins essayé d'avoir un petit bonus, mais ça ne va pas être possible. Donc voilà la présentation, donc la journée hélicoptère. Et donc juste quelques éléments sur qui nous sommes. Donc nous dépendons d'un groupe qui s'appelle Babcock International, qui a donc un département aéronautique qui s'appelle Babcock Mission Critical Services, à travers 5 non commerciaux, Australian Helicopter, Bond, donc Australian, bon, comme son nom l'indique, en Australie, Bond, qui était un exploitant plutôt sur la partie UK, Royaume-Uni, INAER, dont je suis représentant sur la partie France, mais qui est également représenté au Portugal, en Espagne et en Italie, Norsk Helicopter Service en Norvège, et Scandinavian, donc dans les pays un peu nordiques. Donc aujourd'hui, le groupe réalise à peu près un peu moins de 100 000 heures de vol par an, de la mission EMS, du search and rescue, de la lutte anti-incendie, du transport de passagers sur les plateformes oil and gas, et donc de facto toute la partie maintenance pour l'entretien de notre flotte, à peu près 385 appareils, et éventuellement la flotte d'utilisateurs tiers.
Donc le système de gestion, globalement, des différentes compagnies, là, avec un focus sur INR, mais c'est le même sur les autres compagnies du groupe, avec tout le système concept qui gravite autour de l'exploitation d'un hélicoptère, puisqu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une conformité à la norme qui est effectivement assez significative et donc qui nécessite des départements spécifiques. Donc un petit focus ensuite sur la partie France, où on a 3 types d'activités. Le premier, c'est de l'exploitation aéronef. Donc on met à disposition de clients des hélicoptères pour, nous en France en tout cas, faire du transport sanitaire héliporté, les hélicoptères des SAMU. Donc ça, c'est notre seule activité d'exploitation. On a aussi des marchés de maintenance sur les soutiens, notamment sur la flotte étatique ou les EC145 de l'État, avec quelques prestations de donc maintien en condition opérationnelle et prestations de maintenance, visites programmées. Et on a ensuite, j'appelle ça partenariat privé-public, marché d'externalisation, c'est-à-dire qu'on met à disposition de l'État 36 hélicoptères EC120 pour la formation des pilotes des 3 armées, armée de terre, armée de l'air et marine. Donc voici notre implantation en France, donc à travers des zones un peu plus importantes, sont les grosses étoiles oranges, où c'est des centres de maintenance un peu aboutis et siège social des 2 entités représentant une AR en France, et ensuite des bases d'exploitation qui sont les différentes étoiles bleues. Et nous avons la chance d'avoir une étoile bleue à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, un petit peu loin, mais une belle destination et un bel environnement. Au niveau de la flotte, voici l'évolution de la flotte. Donc aujourd'hui, on exploite sur la partie EMS exclusivement une 30aine d'appareils qui sont donc des hélicoptères bimoteurs légers, type Agusta, Bell ou Eurocopter, Airbus Hélicoptère, pardon. Donc on va rentrer un peu dans le sujet. Donc quel modèle économique pour quelles activités? Donc la situation aujourd'hui, il y a un recoupement de différentes particularités. Premièrement, c'est l'évolution des réglementations. Surtout l'exploitation, la maintenance il y a quelques années, entretien. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment un point particulier, un focus particulier de l'ensemble des exploitants. Et tout ça est aussi lié au deuxième point, l'augmentation des coûts d'exploitation. C'est-à-dire la réglementation étant de plus en plus pointue, les investissements dans les matériaux appareils, hélicoptères, outillage étant également de plus en plus importants, on est face effectivement à des contraintes de fonctionnement financièrement parlant, avec des coûts qui ont tendance à augmenter par rapport à il y a une vingtaine d'années par exemple. Investissement croissant dans les équipements également, où voilà, on a besoin d'affiner nos prestations. Je vous donne un petit exemple, on en reparlera après. Il y a 20 ans, un hélicoptère qui faisait du SAMU, c'était un hélicoptère qui faisait du transport de passagers, on mettait un patient là-dedans et on est parti dans la plus simple configuration. Aujourd'hui, on a besoin effectivement d'intégrer du matériel, donc d'avoir des certifications, et tout ça, ça nécessite du temps, des compétences et forcément un impact financier. Ensuite, l'autre point particulier, ce sont la formation. Contraintes de formation, aujourd'hui, pour faire voler un hélicoptère, il y a toute une démarche nécessaire administrative, mais il y a aussi besoin de former des gens avec des outils qui sont aussi de plus en plus pointus, et donc des contraintes de formation qui se révèlent plus fortes qu'à une époque. Et donc, le dernier point, des problématiques budgétaires nationales. Alors nous, on est essentiellement sur la partie marché public avec l'État et où effectivement on est obligé un petit peu de faire rentrer des carrés dans des ronds pour essayer de respecter toutes ces contraintes et in fine la problématique budgétaire de nos clients puisque ce sont eux qui nous font vivre. Donc nous, notre analyse est la suivante. L'industrialisation des systèmes de gestion et des méthodes est une nécessité pour répondre aux récentes et futures évolutions réglementaires. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une certaine taille qui nous permet d'avoir, je pense, une bonne conformité réglementaire. Les petites structures, comme disait M. Couder, qui ont un hélicoptère ou 2 hélicoptères, sont dans une situation certainement beaucoup plus complexe pour être capables de démontrer qu'ils ont la structure, les personnels, pour pouvoir répondre à toutes ces contraintes, étant donné de facto des revenus qui seront relativement faibles. L'effet volume permet de répondre aux attentes financières des utilisateurs. Donc on a fait le pari, effectivement, c'est pour ça qu'on a une augmentation forte de flotte, comme vous avez pu le voir, d'augmenter le volume d'activité pour essayer
lisser ou d'amortir davantage des frais fixes de structure ou de personnel. Les évolutions technologiques sont concrètes et nécessitent une capacité d'investissement forte pour renouveler les flottes et offrir des prestations évolutives à nos clients. Donc ça, il est important effectivement de se projeter sur aujourd'hui, mais surtout demain et après-demain. Et on a besoin de travailler sur ces différents outils, mais on a besoin aussi de sensibiliser nos clients, les payeurs, sur le fait que forcément, peut-être il y a d'autres modèles aujourd'hui à considérer pour rester dans l'objectif économique et opérationnel. Donc la problématique financière devient de plus en plus forte dans l'exploitation d'hélicoptères, c'est un fait. Et certains marchés peuvent souffrir de cette évolution. Donc on est nous sur le marché de l'exploitation des hélicoptères SAMU. Donc on sent effectivement qu'on reste quand même sur un vecteur nécessaire. C'est-à-dire l'hélicoptère du SAMU a besoin de voler, a besoin d'être présent. Alors je parle un peu moins en connaissance de cause, mais on a l'impression que certains autres marchés, comme le travail aérien, comme le transport à la demande, sont des marchés qui sont plus en souffrance. Donc, globalement, les modèles financiers, comment est-ce qu'aujourd'hui un exploitant va faire pour gagner sa croûte avec un hélicoptère? Donc il y a 3 types d'activités. Le premier, le transport public à la demande. Bonjour, je souhaiterais un hélicoptère pour aller d'un point A à un point B avec 2 passagers. Le deuxième, le transport aérien, le travail aérien saisonnier. J'ai besoin d'un hélicoptère pendant 2 mois pour faire de la lutte anti-incendie ou pendant 1 mois pour transporter l'équipe de foot de je ne sais quelle ou l'équipe de rugby de Toulouse. Et ensuite, les marchés à l'année, c'est-à-dire c'est les marchés sur lesquels on dit voilà, moi je veux un hélico du 1er janvier au 31 décembre pendant 2 ans, pendant 5 ans. Donc il est évident que les contrats pluriannuels permettent de mettre en place une logique opérationnelle financière sur le long terme, d'autant plus quand ils sont associés à des marchés à l'année. Aujourd'hui, dans notre exploitation, nous ne travaillons que dans le cadre de marchés à l'année, pluriannuels, qui nous permettent d'avoir une visibilité financière sur les investissements et d'avoir une meilleure gestion, entre guillemets, de toute la problématique financière. Donc, comment intégrer les contraintes environnementales et de sécurité? Contraintes environnementales, donc globalement, ça c'est pas trop nous, conception des aéronefs, mais les industriels ont quand même beaucoup travaillé sur comment améliorer l'impact environnemental des hélicoptères, notamment sur la réduction du niveau sonore. J'ai une petite slide après où on verra que qui met en avant un vrai gain d'un point de vue sonore. Ensuite, procédure de certification des hélistations. On a maintenant des études d'enquête publique pour savoir quelle est la meilleure approche, comment est-ce qu'on peut gêner le moins possible les riverains. Et aussi les exploitants jouent le jeu en favorisant des axes, des hauteurs de transit majorées pour éviter certaines zones qui sont peut-être plus sensibles. Voilà le document, qui est un document Airbus hélicoptère, qui explique un petit peu quand même l'évolution en termes de nuisances entre les appareils de première génération, donc c'est des appareils qui ont aujourd'hui qui ont été conçus, je pense, à peu près une 50aine d'années, et les générations actuelles. Donc on voit qu'il y a une vraie démarche d'un point de vue impact environnemental pour intégrer de mieux en mieux l'hélicoptère dans l'environnement. Les certitudes. Alors les certitudes, c'est que l'hélicoptère, c'est un appareil qui peut être exploité en zone hostile habitée, notamment là pour le cadre du sanitaire. Donc on est vraiment impacté par la problématique environnementale et par la nuisance qu'on va créer aux riverains, soit-elle à 16h de l'après-midi ou éventuellement à 4h du matin, parce qu'on a des appareils qui tournent à H24. Donc ça veut dire que c'est quand même un sujet qui a son importance sur la partie environnement. L'exploitation héliportée n'est pas prévisible et nécessite une approche plus souple que l'aéronautique, elle, fixe. C'est-à-dire on part jamais à la même heure, on ne sait jamais où on va, et on est vraiment sur un modèle opérationnel qui est fondamentalement différent de la voilure fixe. Ensuite, les process d'amélioration dans le rendement des moteurs rotors sont en cours, mais nécessitent plusieurs années de développement, commercialisation. Donc on peut espérer que demain, il y aura encore des améliorations sur la problématique environnementale, sur l'impact environnemental, mais ce sont des process qui sont quand même assez longs et assez complexes à gérer. Les contraintes de sécurité. Donc la réglementation européenne est référente en matière de sécurité aérienne. Donc je pense que les standards de sécurité aujourd'hui des exploitations en France et certainement en Europe sont quand même assez élevés.
Et les exploitants aussi doivent jouer le jeu, parallèlement à ça, en favorisant des équipements permettant de diminuer la charge de travail des équipages. Par exemple, des pilotes automatiques, jumelles de vision nocturne, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des outils qu'il faut considérer, puisque les industriels nous permettent d'y avoir accès beaucoup plus facilement qu'il y a 15 ans ou 20 ans, où le pilote automatique, par exemple, était un équipement qui était beaucoup plus complexe. Les contraintes de sécurité. Donc, il doit y avoir une responsabilisation des exploitants. Et là, je note trouver des outils pour compenser les difficultés d'exploitation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a notre point noir, c'est obtenir des données météo pour pouvoir réaliser nos missions en basse altitude. Météo France a tendance à s'orienter effectivement sur l'aviation commerciale au niveau 200 ou au niveau 300, ce qui nous arrange pas particulièrement. Donc ça, ce sont des sujets, nous, concrets, pour pouvoir améliorer encore la sécurité des opérations. Et le renouvellement de la flotte, mettre à disposition des équipages, des équipements conformes aux derniers standards technologiques, aéronautiques, habitabilité, fonctionnalité, facilité. Nouvelles technologies, nouvelles réglementations, comment préparer l'avenir? Il me reste 3 minutes 50, je fais vite. Donc ça, ce sont pas des appareils très récents, c'est des machines qui ont 40, 50 ans de conception. Et voilà aujourd'hui l'équivalent en termes d'appareils des avioniques qu'on a sur les machines comme le C-175 ou le C-145T2. Donc il y a, surtout ces dernières années, une évolution technologique qui est assez sidérante sur l'avionique de nos machines, entre autres, et donc qui permet de commencer à réfléchir à d'autres types d'exploitation. Monsieur Couder a parlé du GNSS, on en reparlera après. Ce sont des choses, effectivement, qui ont du sens, selon nous. Autre exemple, le C-135, qui est l'appareil globalement, principalement développé sur les marchés sanitaires. Donc on voit bien qu'entre 1996 et 2014, cette machine a pris quasiment plus de 300 kg, 350 kg de masse maximale au décollage. Donc ce sont ces évolutions technologiques qui nous permettent aussi de proposer à nos clients une machine qui arrive à évoluer, quand même une prestation qui arrive à évoluer. Donc ça, c'est une petite photo de comment on aurait pu travailler il y a 20 ans, 25 ans en sanitaire. Et voilà aujourd'hui globalement ce vers quoi on tend, c'est-à-dire des cabines orientées sur le patient, avec certainement des conditions de travail beaucoup plus fines et beaucoup plus abouties pour les équipes médicales. Le cadre réglementaire EASA, donc la réglementation européenne EASA s'impose comme une référence en termes de sécurité aérienne au niveau mondial. La réglementation européenne EASA envisage une attitude significative dans les évolutions du domaine opérationnel. C'est-à-dire on peut faire du treuillage, on peut faire du vol de vision nocturne, on peut faire du PBN, on peut faire de l'HEMS, enfin le SMUH. Donc on peut à peu près tout faire avec le cadre réglementaire de l'EASA, moyennant bien entendu une mise en conformité à ces textes. Le contexte client. Donc à l'heure actuelle, on travaille sur du VFR, donc du vol à vue, de jour et de nuit. Il faut savoir que sur nos activités EMS, 20% des missions sanitaires sont refusées, car non adaptées aux conditions de vol à vue. On sait, parallèlement a priori, que les utilisateurs se projettent sur une augmentation des besoins de transfert héliportés, puisque fermeture des petites unités de soins, on a besoin de transporter de plus en plus de patients sur les gros CHU, les gros centres, donc besoin de transport augmenté. Donc la réponse des exploitants, peut-être... on regarde ce que nous permet la réglementation et qu'est-ce que nous permet nos appareils d'aujourd'hui, comment on peut les utiliser. Et globalement, on a certainement besoin d'offrir aux utilisateurs un niveau de performance en constante évolution. C'est-à-dire ce qu'on faisait il y a 10 ans est très bien, ce qu'on fait aujourd'hui est très bien. Probablement dans 10 ans, on pourra encore faire mieux, encore différemment. Et je vais utiliser un gros mot. Aujourd'hui, la solution est peut-être sur nos marchés EMS, la productivité. C'est-à-dire l'augmentation de la productivité du vecteur est certainement un argument significatif pour répondre aux besoins du marché de transport sanitaire. C'est-à-dire, la vraie question aujourd'hui est quels sont mes moyens, quels sont mes vecteurs, comment je les utilise, est-ce que je les utilise à leur bon escient. C'est-à-dire mettre à disposition un hélicoptère avec toute l'infrastructure pour faire 200 heures de vol par an n'est peut-être pas forcément la meilleure approche comparée à un marché où on va peut-être faire 500 heures, 600 heures, 700 heures à l'année et où on va réussir à diluer des coûts fixes, charges de mise à disposition de manière beaucoup plus importante. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus de la part des utilisateurs.
Donc les axes de travail sont multiples. Premier, les jumelles de vision nocturne, augmentation de la sécurité, visibilité... Ah, c'est pas mon réveil. Améliore la sécurité des missions de nuit et permet d'envisager un élargissement du domaine opérationnel. Le GNSS, effectivement, vous avez vu l'avionique de nos machines aujourd'hui. On peut totalement partir sur les trajectoires, des solutions de trajectoire GNSS, basse altitude, adaptées avec un départ arrivé sur un hôpital. Voilà une expérimentation qui est en cours sur l'hôpital de Dreux, avec un réseau basse altitude, une arrivée sur 4 hôpitaux, des départs sur 4 hôpitaux à travers ce qu'on appelle des point in space. Là, un exemple sur la Rega en Suisse de leur réseau, entre guillemets, basse altitude. Et voilà donc la logique un peu du point in space avec une photo que j'ai prise qui était, je trouvais sympathique, sur une exploitation sur de la Rega en Suisse. D'autres axes de travail, tout ce qui est un petit peu nouveaux outils, phares de recherche, aujourd'hui qu'on peut imaginer utiliser pour faire des missions de nuit, aller se poser de nuit dans des endroits qui sont difficiles, non reconnus. Donc tous ces outils sont effectivement des choses à considérer. Et P4F, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, un projet un petit peu un générateur automatique de trajectoire pour assister le pilote, pour aider le pilote dans la décision et dans la meilleure trajectoire pour faire la mission. L'avenir de l'hélicoptère, c'est quoi? Ça reste une exploitation qui est très dynamique. C'est-à-dire, comme dit tout à l'heure, on n'est pas sur du régulier, l'avion qui part à 7h50 tous les matins. On est vraiment sur quelque chose qui est dynamique. L'objectif, c'est encore plus de sécurité et toujours plus de sécurité. Encore plus de performance, comment on peut faire évoluer nos prestations, comment on peut satisfaire davantage nos clients. Et donc pour ça, les exploitants doivent savoir attirer les compétences humaines, traditionnellement happées par l'aviation LFX. Avec l'hélico, on sait que des fois ça vole, qu'il y a l'hélico du SAMU, mais il y a une vraie industrie derrière et il y a un vrai objectif.